C'était un projet absolument colossal, présenté comme une révolution de notre civilisation et préparé par l'Arabie Saoudite. Je parle ici du projet The Line, une ville du futur construite en plein désert, mais si on entre dans les détails aujourd'hui et qu'on en reparle, c'est que le projet enchaîne pas mal de difficultés, entre retard et problèmes de financement, si bien que beaucoup doutent de sa faisabilité réelle. Alors que se passe-t-il? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors le projet urbanistique The Line a été annoncé pour la première fois en janvier 2021 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, mais c'est vraiment à partir de 2022, avec la mise en ligne d'une vidéo promotionnelle sur YouTube, que le projet a réellement fait parler. En fait, ce projet The Line dont on va parler ici, il fait partie intégrante d'un projet plus vaste qui s'appelle Neom et qui comporte plusieurs villes. Des villes donc qui vont être construites de zéro. On peut penser par exemple à Trojna, une station de ski installée dans une région montagneuse d'Arabie Saoudite qui devrait accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Et donc concrètement, concernant The Line, c'est une ville futuriste construite en plein désert sous la forme d'une ligne qui devrait s'étendre sur environ 170 km dans la région nord-ouest de l'Arabie Saoudite et qui devrait en théorie ouvrir ses portes en 2030. Alors la ville devrait se présenter sous forme de deux gigantesques buildings parallèles espacés de 200 mètres et hauts de 500 mètres. À titre de comparaison, la tour Eiffel mesure près de 330 mètres de haut. C'est une ville qui sera donc organisée aussi bien horizontalement que verticalement. Et l'un des objectifs affichés, c'est de permettre à ses futurs habitants d'avoir accès à tout en moins de 5 minutes à pied. D'ailleurs, les personnes qui sont derrière ce projet promettent qu'il sera possible de traverser la ville de bout à bout, donc de parcourir ces 170 km en seulement 20 minutes. Aujourd'hui, le train qui se déplace le plus rapidement au monde, c'est le Shanghai Maglev en Chine. Il se déplace à 460 km/h. En 20 minutes, un train comme celui-ci serait donc capable de parcourir environ 150 km. Enfin, l'objectif affiché de The Line, ce serait de construire une ville avec une faible empreinte carbone sur son territoire et selon ses promoteurs, un très faible impact environnemental, notamment grâce à son absence de voitures. Mais c'est là l'un des premiers points qui fait polémique avant de parler de la question de la faisabilité du projet. En réalité, le coût écologique de The Line, il est pas mal remis en question. Déjà parce que ça paraît très illusoire de construire dans le désert une ville à partir de zéro, dans le désert une ville aussi colossale sans avoir donc une empreinte carbone colossale dans la construction. Par ailleurs, parce que selon certains, la structure de ce projet pourrait poser de nombreux problèmes dans les alentours, et notamment pour les animaux. En effet, à cause de ce mur en verre, certains animaux pourraient ne plus traverser la zone, et ces hauts murs donc en miroir pourraient être dangereux aussi pour de nombreuses espèces. Par ailleurs, l'autre grosse critique qui est faite au projet, elle concerne les controverses sociales. En effet, des membres de la tribu des Owaita qui résident dans la région ont été condamnés à mort par la justice saoudienne après s'être opposés à la construction du projet, et d'autres membres de leur famille ont été expulsés de force pour permettre l'avancée de la construction. Bon, on a vu l'ambition du projet, on a vu aussi pourquoi est-ce qu'il était critiqué jusqu'ici, mais alors pourquoi est-ce que maintenant certains doutent de sa faisabilité? Eh bien, initialement, l'objectif annoncé, c'était d'accueillir 1 million d'habitants en 2030 dans cette ville futuriste et 9 millions d'habitants d'ici à 2045. Et finalement, la ville ne devrait accueillir que, entre guillemets, 300 000 habitants en 2030, selon des personnes proches du dossier qui sont interrogées par le média américain Bloomberg qui suit le sujet. Par ailleurs, et c'est peut-être là le point le plus important, sur les 170 km de long qu'elle doit faire, eh bien finalement seulement 2,4 km seront terminés en 2030. Autrement dit donc, immensément moins que ce qui était annoncé. Alors comment l'expliquer? Eh bien ça s'explique par le fait que le budget 2024 de Neom n'a pas encore été approuvé par le Royaume d'Arabie Saoudite, selon Bloomberg. Par ailleurs, il faut noter que la majorité du projet, dont le prix est estimé entre 500 et 1500 milliards de dollars, est financé directement par l'Arabie Saoudite. Mais en l'occurrence, il semblerait que le pays ne souhaite plus vraiment financer tout ça tout seul et il serait donc à la recherche de nouveaux financements. Alors concrètement, où est-ce que l'Arabie Saoudite cherche de l'argent? Eh bien déjà, pour la première fois, l'Arabie Saoudite a annoncé début avril qu'elle allait émettre des obligations dans le but de financer donc tous ces projets. Une obligation, c'est donc ce qui permet à des investisseurs de prêter de l'argent directement à un État, ici donc l'Arabie Saoudite, en échange d'un remboursement dans le futur avec en plus un intérêt. L'autre option qui est envisagée par l'Arabie Saoudite, ça consiste à faire investir la Chine dans le projet. En effet, ces derniers jours, plusieurs représentants de The Line et de Neom ont donc participé à des conférences en Chine pour présenter le projet et tenter de lever de l'argent. Mais d'après le média américain Business Insider, ils n'ont pas réussi à convaincre des investisseurs pour le moment. Par ailleurs, Leonard Chan, qui est le président de la Hong Kong Initiative
Initiative Technology Development Association, a indiqué à l'AFP que les réactions au projet en Chine étaient, je cite, essentiellement neutres, autrement dit donc pas forcément des signaux positifs. Bon, cela dit, on peut quand même noter que la Chine et l'Arabie Saoudite, ils participent déjà ensemble à un certain nombre de projets avec des grandes entreprises chinoises qui ont décidé de s'impliquer. Quoi qu'il en soit, et ce qui est certain, c'est que le projet accumule déjà de nombreux retards et des interrogations donc quant à son financement. En tout cas, si je voulais en savoir plus sur la stratégie de l'Arabie Saoudite, on a fait une longue vidéo il y a environ un an qui analyse la stratégie diplomatique du pays. C'est disponible sur notre chaîne YouTube principale, donc je vous mets le lien directement en description. Je vous laisse avec les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plus de 265 manifestations ont eu lieu ce mercredi 1er mai dans toute la France à l'occasion de la fête du travail, rassemblant environ 210 000 personnes selon les chiffres du syndicat CGT. De son côté, le ministère de l'Intérieur a décompté 121 000 personnes dans les rues en France. Il s'agit d'une participation à peu près équivalente aux autres mobilisations du 1er mai habituellement. Cette année, la fête du travail s'est notamment inscrite dans le contexte des élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Plusieurs responsables politiques ont rejoint les cortèges comme Manon Aubry du parti de gauche La France Insoumise ou Fabien Roussel du Parti communiste français. Raphaël Glucksmann, la tête de liste du Parti socialiste et de Place publique aux européennes, a quant à lui dû être exfiltré du cortège à Saint-Étienne après avoir reçu des jets de peinture de militants, notamment des jeunes communistes. Deuxième actu, plusieurs représentants de syndicats agricoles comme la FNSEA ou encore la Coordination rurale ont été reçus par Emmanuel Macron ce jeudi à l'Élysée. L'objectif, selon le gouvernement, c'était d'échanger sur les perspectives du secteur et d'acter la fin de la crise agricole qui a eu lieu cet hiver. Ces différentes manifestations avaient déjà poussé le gouvernement à prendre plus de 60 engagements pour le monde agricole, comme la création de fonds d'urgence ou encore une pause dans l'élaboration du plan de réduction de l'usage des pesticides. À voir si cette réunion mène à de nouveaux engagements. Troisième actu, les États-Unis ont accusé pour la première fois la Russie d'avoir utilisé des armes chimiques en Ukraine dans un communiqué publié ce mercredi. L'agent chimique en question, qui s'appelle la chloropysrine, est un pesticide qui a notamment été utilisé comme gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Il peut provoquer des irritations des poumons et des yeux, voire des nausées et des vomissements. Dans les pires des cas, il peut même mener jusqu'à la mort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, son utilisation est interdite par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques dont la Russie est signataire. Toujours selon le communiqué du département d'État américain, il ne s'agirait pas, je cite, d'un cas isolé. Il faut savoir que depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, la Russie et l'Ukraine s'accusent tous les deux mutuellement d'utiliser des armes chimiques contre leurs soldats. Et vu qu'on parle de l'Ukraine, Emmanuel Macron a réaffirmé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien dans un entretien publié ce jeudi dans le magazine britannique The Economist. Il a notamment assuré qu'il faudrait, je cite, se poser la question si la Russie venait à percer les lignes de front et que l'Ukraine réclamait l'envoi de troupes occidentales. Quatrième actu, en Italie, plus de 1000 militants d'extrême droite ont réalisé des saluts fascistes, un signe similaire au salut nazi, dans les rues de Milan ce lundi. Ça s'est passé lors d'une manifestation qui commémorait la mort de Sergio Ramelli, un membre du parti néofasciste, le mouvement social italien, tué en 1975 par des militants d'extrême gauche. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui un flou juridique autour de ce salut en Italie. Il s'agit légalement bien d'un délit d'apologie du fascisme, donc la politique nationaliste et totalitaire qui avait été mise en place par le dictateur Benito Mussolini en 1922, mais des condamnations ont en réalité rarement lieu. Une enquête a tout de même été ouverte. Cinquième actu, un Nutri-Score du bien-être animal pourrait bientôt voir le jour. C'est en tout cas ce qu'a proposé l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, dans un rapport publié ce jeudi. L'objectif serait de créer une échelle de 5 niveaux allant de A, le meilleur, jusqu'à E, le pire, qui correspondrait au respect minimal de la législation européenne sur le bien-être animal. Ce score se baserait donc sur le bien-être des animaux d'élevage, que ce soit à la ferme, lors du transport, mais aussi lors du passage à l'abattoir. Le score serait donc plus élevé s'il s'agit d'un élevage en plein air avec une alimentation saine. Selon l'ANSES, une telle mesure inciterait les industriels à prendre davantage soin du bien-être animal et les acheteurs à mieux consommer. Sixième actu, l'Assemblée nationale a approuvé ce jeudi la création d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma français. Elle sera chargée d'étudier les abus et violences dont sont victimes les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, mais aussi de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Cette décision, elle fait suite à de nombreuses demandes faites par l'actrice Judith Godrèche, qui a notamment porté plainte pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans contre le cinéaste Benoît Jacot et pour agression sexuelle contre le cinéaste Jacques Doyon. Et on finit avec cette actu, la maison emblématique du film Pixar Là-haut est désormais en location sur le site Airbnb. La réplique quasi identique à la maison du film se situe dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis et elle est même capable de s'envoler grâce à une grue. Le
site Airbnb propose d'y passer 2 jours entre le 22 juin et le 8 juillet 2024 et le tout gratuitement en participant à un tirage au sort. Vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur le site d'Airbnb. À noter que ce n'est pas le premier lieu insolite que propose le site. La maison de Shrek avait elle aussi été reproduite à l'identique en Écosse. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Petite annonce, je préfère vous prévenir, la semaine prochaine, du lundi au vendredi, je ne serai pas là. Je prends pour la première fois depuis quelques temps maintenant, depuis assez longtemps, des vacances, quelques jours de repos. Je serai donc de retour la semaine suivante, mais je serai pas dispo la semaine prochaine. Ce sera l'équipe qui prendra le relais. J'en profite en tout cas pour vous remercier pour votre confiance ces derniers mois sur tous ces formats. C'est vrai qu'on a enchaîné avec beaucoup de choses. Merci du fond du cœur pour votre confiance. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.